Du, 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 du. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live Instagram du Salon du Livre de Montréal. Oui! Il y a déjà des gens qui se connectent, le temps de se connecter quelques instants. Merci d'arriver, merci d'être là. Ce soir donc, vous voyez ce livre, ça vous dit quelque chose? Bonjour à ceux qui nous disent salut déjà. Alors, je laisse les gens le temps de se connecter quelques instants. On va commencer ça dans quelques instants. Je m'appelle Olivier Courtois, je suis le liseur public et j'ai la chance de coordonner le projet Lis-moi Montréal dans le cadre de l'édition 2020 du Salon du Livre de Montréal. Et le Salon du Livre vit sa 43e édition, a vécu sa 43e édition et continue à vivre sa 43e édition. Oui, et encore plus, pendant la prochaine année, vous allez avoir la chance de revoir toutes les vidéos qui ont été présentées sur le site internet du Salon du Livre de Montréal, en direct du Palais des Congrès. Mais sinon, regarde, ça continue, là, j'ai tout ça. Là. Alors, bon, il y a déjà Mélissa qui m'envoie, j'ai mon papier et crayon, j'imagine c'est pour prendre des notes, des titres qu'on va nommer, c'est ça? Ou avoir une autographe à distance de Simon Boulris, peut-être. Salut, mot de trentaine. Merci d'être là. Je pense qu'on s'est vu les derniers soirs aussi. Donc, au nom de l'équipe du Salon du Livre de Montréal, bienvenue. Merci d'être là. Et ce soir, c'est soir de fête. Alors, on y va avec un petit vin. Je lève mon verre en ce dimanche soir. J'espère que ça se passe bien aussi de votre côté. Donc, dans quelques instants, Simon Boulris qu'on va avoir avec nous, tête à tête de 30 minutes. Ouais, 30 minutes avec Simon Boulris pour parler de ses nombreux livres, de ce qui est sorti récemment, de ses coups de cœur aussi lecture. Puis aussi, je réserve un quiz. Vous allez pouvoir participer aussi. Vous allez pouvoir écrire en commentaire donc les réponses à mon quiz. Ça va être vers la fin. Puis en plus, bonjour à ceux qui s'ajoutent à nous. Et en plus de ça, à la fin du live Instagram, on va aller rejoindre l'équipe du Salon du Livre qui sont en train de démonter déjà au Palais des Congrès pour avoir un peu le pouls général de tout ça. Salut Marie-Noël, merci d'être là encore à l'écoute. Yeah, super, il y a plein de belles personnes. J'espère que Simon Boulris est dans les alentours. Je vais donc regarder ça ici. Hey, c'est fun. OK, ça va bien aller, ça va bien se passer. On respire. Hey, salut, bonjour Julie. On est en attente de Simon Boulris dans quelques instants. Sinon, si jamais aussi vous voulez, comme je dis, revoir les activités qu'il y a eu pendant le Salon du Livre de Montréal, les vidéos vont être là pendant un an. Donc, vous allez pouvoir regarder tout ce contenu intéressant-là. Il y a aussi un concours en ce moment pour ceux qui sont étudiants, donc de secondaire 4 à l'université. Vous pouvez faire un peu une critique, en fait, d'un livre qui vous a marqué dans la dernière année pendant le confinement. Et Ah, salut Simon, t'es là! Ouais, je t'ai invité Simon. Épinglé Simon. Salut Simon. Attends un petit peu. Je vais peut-être pas envoyer au bon Simon Boulris. Diffusé en direct avec Simon Boulris. Voilà. En attente. Il se laisse attendre. Il était là ce matin, Simon, justement, dès 10 heures. Puis là, il est encore avec nous. C'est quelqu'un qui j'espère qu'il a fait une sieste dans l'après-midi. Salut Simon. Pourquoi ça se connecte pas? Allez. Bon. Attendez un petit peu. Simon Boulris, diffusé en direct avec Simon Boulris. Voilà. Ça va arriver. Ça sera pas long. Ah oui, ça sent ça. Je sens que ça s'en vient. Et... Ah non. Et... Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera pas long. Alors, merci ceux qui sont là. Il est là. Julie qui dit, je le vois connecté. Bon, moi, je le vois pas connecté. Salut Simon, est-ce que tu m'entends? Non. Bon, OK. On va dans quelques instants. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient Simon à l'écran? Moi, je vois juste un truc de chargement comme ça. Zoup. Alors, ceux qui viennent de se connecter avec nous, on a 30 minutes avec Simon Boulris. On va avoir la chance, donc, de parler de ses livres. On va avoir la chance aussi de parler de ses coups de cœur, de ses activités qu'il a faites dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, puis aussi de savoir où il s'en va. Ah oui, Annabelle, tu dis que toi, tu le vois. Tout le monde le voit, sauf moi. Bon, attends, on se reconnecte. Un petit, voilà, attends, on va se leur donner. Simon, comme ça. Voilà. Alors, ce soir, on va avoir la chance de parler justement de pleurer au fond des mascottes. On va avoir aussi la chance de parler les enfants à colorier. On va avoir aussi la chance de parler de Je t'aime beaucoup cependant. Il y a tellement de livres, Simon, en ce moment, qu'on aurait pu passer finalement 2 heures avec Simon, carrément, puis parler juste de ses livres. Et on va parler aussi de ses coups de cœur. Donc... Ah! T'es là! Bon, enfin! Je sais pas ce qui se passait. J'acceptais toujours, puis ça marchait pas. Ah! Tu voyais? Ben non, je te voyais pas.
excuse. Ah, mais non, c'est correct. Ben là, tout fonctionne. Est-ce que tout le monde voit Simon Boulris? Peut-être que Mélissa me dit repart le live, mais je pense que ça fonctionne. Non, C'est je peut-être juste ton pense que- Internet. non, non, Génial. non, non, j'écris pas tout le temps. Ce soir, je n'écris pas. Tu es en train d'écrire. Merci Simon tellement d'être là avec nous. Je sais que tu es tellement occupé. Puis en plus, tu étais là ce matin avec le Salon du Livre. Puis là, tu es là avec nous pendant 30 minutes. Mais je t'ai réservé un quiz parce que je sais que tu aimes les quiz, hein? Je capote sur les quiz. Oh yes! Trop cool. J'ai un quiz genre de 6 questions. Puis les gens vont pouvoir aussi répondre dans le chat pour avoir les réponses. Fait que ça va être un quiz avec tout le monde qui vont nous écouter. Donc, voilà. Simon, tu as eu ce matin une discussion justement avec d'autres autrices. C'était donc la lecture comme outil de dialogue auprès des enfants. Et tu as parlé beaucoup, en fait, donc, les enfants à colorier. Oui. C'est une de tes dernières publications chez Fonfon. Oui. Tu avais eu la chance chez Fonfon de faire, ben, ça, c'est pas le tien, mais de faire ces petits livres-là, comme celui-là, c'est André Marois et Iris. Oui. Puis Ouais. ça, c'est donc la suite. Ben, pas la suite directe, mais du moins, il y a comme une connexion avec les livres aussi. Veux-tu nous parler de un petit peu les enfants à colorier? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est un projet qui est vraiment important pour moi parce que ça fait des années que je vais dans les écoles. C'est peut-être la première année où je ne vais pas physiquement en présentiel, là, le fameux mot à la mode cette année. Donc, je fais beaucoup de virtuel cette année, comme avec vous ce soir. Mais généralement, je me déplace et je prends le pouls des enfants, de leur imaginaire. Et ce dont j'étais témoin des dernières années, c'est que les enfants sont de plus en plus j'ai envie de dire, assumés dans tout ce qu'ils sont. J'ai beaucoup d'admiration et d'émerveillement quand je les regarde aller. La façon qu'ils s'affichent, la façon qu'ils clament leur identité. Et je voyais donc des enfants de plus en plus uniques et fiers de l'être à travers les dernières années et j'ai voulu les célébrer. Donc, mon projet, c'était vraiment célébrer l'unicité des enfants contemporains que je rencontrais dans les écoles. Et donc, j'ai colligé des observations à travers les dernières années et j'avais plein d'enfants en tête et j'ai créé la classe fictive de M. Simon. C'est-à-dire, j'ai longtemps voulu devenir professeur quand j'étais jeune. C'était le métier qui m'intéressait le plus. Et à défaut d'être devenu un prof dans la vraie vie, je transmets par la littérature et je me dis, je pourrais peut-être être un prof fictif où je rameute des portraits d'enfants qui m'émeuvent, qui me touchent. Donc, des créations, mais c'est inspiré quand même des enfants que j'ai connus dans les dernières années. Et c'est Paul Thibault qui a illustré tout ça, qui s'est inspiré de plusieurs enfants. Donc, ce sont des vrais yeux, des vraies bouches, mais bon, elle a reconstitué donc des nouveaux visages. Elle n'a pas vampirisé personne. Les personnes que je peux faire, c'est moi. Mais elle a grappillé un peu partout, comme je fais moi-même en tant qu'auteur. Je grappille, j'observe et j'assemble. Il y a un côté un peu bidouillé quand on écrit. Puis, donc, c'est un projet qui est très, très important pour moi parce que je mets autant de l'avant quelqu'un qui est non-binaire que quelqu'un qui est dyslexique. On met tout ça sur le même niveau et ce sont des enfants qui sont sereins, qui sont dans une forme de sérénité, je pense, dans leurs différences. Vanessa Giguère qui dit que c'était une super table ronde ce matin. Elle a vraiment aimé. C'était bien agréable. Oui, vraiment. Le livre que j'aurais aimé lire enfant. Je pense que j'aurais aimé ça. Ah oui? Peut-être pouvoir m'identifier à certains d'entre eux. Et c'est ce dont je suis témoin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs qui l'utilisent, ce livre-là, pour discuter de la différence. Puis ça donne la permission aux enfants, je pense, de dire « Hey, moi, je pense que je m'identifie à ça. » C'est tellement important d'avoir des modèles. Là. Puis on en a tellement peu on en a tellement peu. En tout cas, j'en ai peu eu quand j'étais jeune, puis j'aurais aimé ça, avoir eu accès à ça. Puis là, tu parles de ta jeunesse, puis qu'est-ce que tu aurais aimé? Tu aurais aimé ça être prof, puis en plus, je fais le lien avec qu'est-ce qui vient de sortir ici. Oui. Pleurer au fond des mascottes, parce que ça ici, c'est un livre biographique. C'est la collection 3 de Québec-Amérique. Là-dedans, donc, on a accès à toi. Tu nous livres plein de secrets de ta jeune enfance jusqu'à aujourd'hui. On découvre un Simon vulnérable, un Simon qui se cherche, un Simon tout petit. Donc, tu te sentais à l'aise de t'ouvrir comme ça à tout le monde? Moi, je suis un livre ouvert dans la vie, mais ce qui peut me protéger dans ce genre de projet-là, c'est que c'est absolument pas ni une biographie, ni une autobiographie. Pour moi, c'est vraiment une autofiction dans la mesure où
Et c'est ça le mandat. Le mandat de la collection 3, c'est de revisiter des souvenirs et les repimper. C'est-à-dire qu'on peut les réinventer. Il y avait cette permission-là et même le souhait qu'on dérape dans la fiction. Et ça me plaît toujours, moi, d'utiliser mon vécu puis de le triturer pour en faire quelque chose de tout à fait inédit, qui n'est pas tout à fait... De toute façon, je pense que je ne crois jamais à l'autofiction parce qu'on réinvente toujours le décalage, le temps nous... le temps brouille les choses et je pense qu'on a toujours une lecture différente d'année en année. Moi, je dis souvent que mes enfances sont différentes d'année en année. Donc, Ah ouais. dans un an, je vais pas avoir le même regard sur mon enfance que cette année. Et voilà, donc c'est multiple. Les enfants sont multiples. Puis le projet Pleurer au fond des mascottes, c'était d'abord et avant tout revisiter l'arrivée du théâtre dans ma vie. Parce que j'étais un enfant foncièrement, je ne sais pas si tu l'as lu, mais foncièrement, j'étais solitaire et même un peu sauvage. J'aimais beaucoup être dans l'ombre. Je n'étais pas attirée nécessairement par la lumière. Et le théâtre m'a révélé. Et ça, c'est une prise de parole que je trouve importante parce que les arts nous transforment souvent dans la vie. Puis moi, c'est ce que j'ai eu. Les arts plastiques ont fait ça, mais l'art dramatique m'a permis de prendre un peu plus ma place et surtout de prendre parole, ce que je faisais très, très peu. J'étais un enfant très silencieux qui chantait, mais en retrait seulement, dans l'ombre. Mais il y a une super phrase qui aurait pu être le titre là-dedans, là, c'est « Vois la vie à travers un sourire », justement, parce que quand tu étais en mascotte, tu étais derrière la bouche noire, puis ça te permettait de regarder la vie à travers la bouche de la mascotte. Donc, t'aimais ça te cacher, t'aimais ça d'être à l'arrière ou c'était comme, c'était imposé? C'est le paradoxe de la mascotte parce que mes premiers contrats que j'ai eus professionnels, c'est pas une blague, c'est vraiment j'ai eu des contrats de mascotte. Moi aussi. Secondaire. Après ça, ben, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens, on passe tous par là. Puis je suis même rentré dans l'UDA, dans l'Union des artistes, avec ces contrats-là, avec notamment l'Auto-Québec. Je faisais la boule Auto-Québec, mais le premier contrat que j'ai eu, je voyais vraiment la vie à travers le sourire, parce que souvent les yeux sont très hauts, hein, parce qu'on a besoin, on aime ça que les enfants soient émerveillés, le cou cassé, impressionnés. Et donc, les mascottes sont souvent grandes et les animateurs de mascottes arrivent souvent à la hauteur du sourire. Et donc, c'est un sourire qui est noir et on voit la vie par le sourire. Puis j'ai longtemps envisagé ce titre-là parce que j'aimais la surprise de voir par ce sourire parce qu'on m'a beaucoup dit dans les dernières années que j'étais, ça fait longtemps qu'on me le dit, là, que j'étais un gars souriant, mais ce sourire-là, pour moi, il est sincère, parce que je pense que non, c'est tout à fait sincère, mais il y a aussi une forme de protection, puis une forme de politesse dans le sourire. Et j'avais envie donc de débusquer, de m'amuser à rentrer sous cette mascotte-là, donc la mascotte de joie que je peux arborer à la télévision notamment. Puis justement, quand tu étais dans tes contrats comme ça, j'ai eu par des sources sûres que tu écrivais aussi à tous les soirs, là, même si tu livrais une journée de 12 heures avec l'Auto-Québec à faire des trucs de promotion ou quoi que ce soit, tu prenais une demi-heure, une heure par jour pour écrire, pour pas perdre justement, j'imagine que dans ta mécanique aussi, ça se tient quand même encore aujourd'hui, mais même si tu faisais ce type de contrat-là, tu avais cette rigueur-là d'écrire constamment. Tu as tout à fait raison. C'est drôle, on m'en a jamais parlé de ça. Tu as des bonnes sources, mais c'est tout à fait vrai. J'étais le genre d'animateur de mascotte qui écrivait dans ses pauses tout le temps. J'avais toujours soit un livre pour lire, puis pourtant, je pense que je suis un gars sociable. Là, dans les pauses, j'aime ça aussi écouter puis parler, mais j'aime aussi beaucoup, quand il y a de la vie, m'isoler dans ma bulle, puis prendre des notes puis écrire. C'est quelque chose que j'aime écrire en société, tu sais, écrire entouré de gens. J'aime ça écrire avant, là, j'écrivais dans le métro beaucoup. Je prenais des je lisais et j'écrivais. Parce que j'aime ça, t'es comme plongé dans ta société complètement. Mais j'ai fait ça beaucoup dans mes pauses, puis j'ai même écrit mon premier roman, Les Jérémiades. Je me rappelle, je faisais de l'animation pour l'Auto-Québec. Donc, j'ai publié ça à 27 ans, 2 ans après l'école de théâtre, puis j'écrivais vraiment dans mes contrats de figuration dans Virginie. C'est de la figuration dans le téléroman Virginie. Et aussi dans mes contrats de boule d'Auto-Québec. Puis t'en parles aussi, justement, dans ton roman, qu'il y a une journée que tu étais figurant dans l'Auberge du Chien Noir, puis après ça, tu étais à Tout le monde en parle pour parler de 3 publications. Ouais. T'as vécu ça aussi, ce genre de vie parallèle, tu sais, pratiquement? Non, pas une bipolarité, mais je veux dire une espèce de... c'est comme un débalancement impressionnant dans sa journée de figurer puis d'être vraiment
en retrait, puis d'être un pion pour le réalisateur. Tu sais, t'es vraiment interchangeable. Et le soir même, j'étais invité à Tout le monde en parle pour parler de ma littérature, alors que dans le téléroman, j'avais pas accès à la parole. Je trouvais ça quand même assez paradoxal et intéressant et intriguant. Donc, pour moi, ça circonscrit bien la vie en général. C'est-à-dire, une vie, c'est fait souvent, c'est fait de détresse et d'enchantement, mais c'est fait aussi de grandes joies et de grandes humiliations. Ben, c'est humiliation, de petites humiliations aussi. Mm-hmm. Mais Voilà. tu passais quand même de l'arrière-plan au premier plan dans la même journée, puis ça t'est arrivé quand même souvent, là, ce genre de situation-là. Oui, oui, puis j'aime ça. Tu sais, moi, j'ai pas tant d'orgueil dans la vie, puis je trouve que ça me sert bien. Parce que, tu sais, c'est des up and down. Tu sais, quand tu commences à être invité sur des plateaux de tournage, euh, des fois, on peut prendre pour acquis qu'on commence à être connu, puis l'instant d'après, ben, tu dois te présenter de façon. Donc, moi, j'ai toujours aimé ça, me présenter. Tu sais, j'ai aucun problème à toujours me présenter dès le départ pour éviter les quiproquos. Parce que j'ai été témoin dans des parties des comédiens très connus qui n'osaient, tu sais, qui ne se présentaient pas et leur nom se faisait déformer. Mais je dis, mais c'est ta faute. C'est ta faute, tu t'es pas présenté. On se présente peu importe t'es qui. Moi, j'ai vu Macha Grenon dans un party dire bonjour, je m'appelle Macha Grenon. Oui, mais je trouve ça généreux de se présenter à peu importe t'es qui. On une rencontre. Là, il y a plein de messages d'amour. Là. Debbie Lynch White qui dit « Salut Simon, je t'aime beaucoup. Et moi, merci Monsieur Boulris, vous êtes très inspirant. Quel beau cadeau pour nous que tu sois si ouvert aujourd'hui. » Plein d'amour, plein d'amour. Puis Simon, ça n'a pas toujours été de l'amour aussi. Hein? Peut-être juste pour conclure sur justement ce roman-là, ben, sur cette autofiction-là. Tu parles beaucoup de l'école de théâtre, qui est un passage quand même difficile. Et il y a le mot épuration qui revient souvent dans ta formation. Les professeurs qui te demandaient d'être plus épuré. C'est-tu les gens qui essayaient de... Tu sais, t'avais enfin comme... Je sais pas, tu te sentais bien, puis les gens voulaient te... Je pense que ma nature est assez expansive. Tu sais, je m'en rends compte, là. Ben, je m'en rends compte pas présentement, là, sans doute que j'ai vu tantôt le mot dynamique. Je pense que c'est l'effet que je crée. Quand je m'allume complètement. Puis peut-être qu'il y avait des mouvements parasites, puis il y avait une voix qui était un peu juchée. Tout ça est bien plausible. Il y avait sans doute raison, mais je trouvais ça quand même violent de toujours me faire ramener à épure, comme si tout ce qui sortait de moi était source de malaise, comme si tout dépassait. Et rapidement, j'ai compris que tout ce qui dépassait de moi, c'était ce que je voulais cultiver. C'est ce que j'aimais finalement. Moi, j'aime quand les choses retroussent. J'aime pas quand tout est bien placé. J'aime toujours quand il y a quelque chose qui est un peu asymétrique. Et donc, pour moi, j'en ai pris beaucoup de ma formation, mais il y a beaucoup de choses que je me disais, ça, je ne veux pas l'appliquer. Je veux pas. Donc, j'étais dans une posture mitigée. C'est-à-dire, j'accumulais, puis j'avais envie d'être une éponge, d'être le plus près possible de ce que eux voulaient. Puis en même temps, j'ai tenu à me préserver puis à maintenir les choses de moi que j'aimais. Puis c'est vraiment Jean Cocteau qui est mon maître à penser. J'étais tombé sur une phrase qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'habite toujours. C'est « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et cette phrase-là m'a fait le plus grand bien parce que oui, j'avais une voix nasillarde, parce que oui, je marchais un peu de façon clownesque, mais tout mon maniérisme d'enfant qu'on m'a reproché à l'école m'a servi. Pendant 10 ans, j'ai joué des enfants au théâtre. Ça a été ça ma première porte d'entrée dans le monde de la création. Ça a été le théâtre jeunesse. Donc, ça m'a servi au final ces choses-là qui étaient un peu qu'on me reprochait à l'école. Mais la mémoire ne suivait pas nécessairement. Mais bon, il y a plein d'affaires comme ça qu'on peut apprendre en lisant Pleurer au fond des mascottes. Fait qu'on va inviter les gens à le découvrir. Mais j'avais envie aussi de te parler, en fait, d'une autre situation qui se vit dans ce roman-là. En fait, c'est donc tu te promenais, tu avais aussi par rapport encore à, comme on disait tantôt, les journées un peu étranges. Les premières fois, ton premier salon du livre, en tant qu'auteur, que tu étais inconnu, que tu te promenais dans le salon, comment tu avais vécu ce moment-là particulièrement? Parce que tu en parles en plus dans... Ben, je dis en fait que l'humilité peut flirter avec une forme d'humiliation. C'est ça, parce que souvent,
quand tu commences la première fois au Salon du Livre, tu fais des beaux sourires et souvent un sourire est pris comme étant une agression. Je sais pas, les gens font pourquoi qu'ils me sourient. Donc souvent, je pense que les gens sont attirés par l'auteur quand il est en train de signer ou quand il est affairé à faire quelque chose, puis à être dans l'attente, ça intimide certains lecteurs, je pense, ou des lecteurs potentiels. Donc la première année, je pointais généralement où étaient les toilettes. C'était ça mon poste, c'était où sont les toilettes? Je fais, elles sont là. Et ben, tu sais, avec un détachement. Donc, mais ce qui est beau, c'est que moi, je trouve que mon parcours, il est intéressant à la mesure où ça a été très évolutif. Ça fait peut-être 11 ans que je publie et j'ai jamais manqué un salon du livre. Et d'année en année, j'ai eu des lecteurs qui se sont ajoutés et qui revenaient. Ça, c'est grisant quand les lecteurs reviennent parce qu'il y a une fidélité qui s'installe. Puis il y a aussi une discussion qui peut mettre tout en perspective ce que tu as écrit. Donc ça, c'est fabuleux. Puis il y a quelques années, j'ai eu mon premier cordon de sécurité. Je pense l'année où je passais à Tout le monde en parle, j'ai commencé à avoir une file. Puis je me suis dit, ah, l'année prochaine, ça va partir. Ben non, ça s'est étoffé. Cette fille-là s'est étoffée. Et il y a 3-4 ans, j'ai eu mon premier cordon de sécurité. Puis là, je me suis dit, ah, ça y est, je suis rendu Marie-Laberge. Puis là, j'étais content. Là, c'était comme être arrivé à quelque chose de façon très organique et très naturelle et très progressive. Puis j'ai une éditrice chez Québec Amérique qui passait les salons à me parler au départ. Puis là, elle me dit, dans les dernières années, tu peux plus te parler, tu es juste tout le temps en train de signer. Mais elle trouve ça beau, c'est elle qui a nommé, c'est tellement beau à quel point je t'ai vu grandir en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'auteur aimé, en tant qu'auteur qui crée un lien avec ses lecteurs. Donc ça, c'est bien précieux. Puis sincèrement, cette année, j'ai vécu un deuil de ne pas pouvoir signer et avoir ce contact-là, ce rituel-là. Tu sais, je comprends bien Michel Tremblay, que ça fait des décennies qu'il fait ça, et il part toujours rechargé quand il part à Key West de ces rencontres-là. Il est comme blindé pour écrire. C'est vrai que c'est très grisant, puis ça donne envie d'écrire quand tu as tant de lecteurs qui te confirment que ce que tu as écrit, c'est pas juste pour toi, c'est aussi pour lui. Il y avait une question juste un petit peu plus haut, quelqu'un qui me demandait est-ce que tu aimes mieux écrire des albums jeunesse ou des romans? Puis je dirais aussi les rencontres. Est-ce que tu préfères avoir des rencontres plus dans les classes ou plus dans les salons avec les adolescents, les adultes? Je te dirais que la réponse aux deux questions, c'est la variété, c'est la diversité qui me plaît. En fait, je pense que je trouve mon équilibre quand je publie simultanément un album pour enfants et un roman pour adultes. Ce genre de cohabitation-là, c'est complètement moi. Je trouve, et pour les mêmes raisons, donner une conférence dans une école secondaire et après ça, l'après-midi, dans une école primaire, puis le soir à l'université, c'est des journées que je trouvais très grisantes quand j'avais tout ça, parce que ça embrassait toute la possibilité de lectorat, je pouvais rejoindre tous les lecteurs. Et le Salon du Livre, pour moi, il cristallise tout ça, parce que tout le monde se rejoint là. C'est pas juste il y a des universitaires, il y a des parents, il y a des enfants. Et dans la file, ce qui me plaisait autant, c'est de voir la diversité. Voir autant des fois, puis tu sais, des fois on m'écrit ça, je suis une grand-maman, je vous lis comme ma fille et ma petite fille. Donc ça, tu fais wow, de rejoindre autant de générations, c'est assez le fun, je te dirais. Puis c'est pas une ambition que j'ai de façon c'est pas nommé, mais je réalise à quel point que ça me plaît de pouvoir rameuter tout ça. Donc, une autre activité que tu as faite aussi dans le cadre du Salon du Livre cette année, c'est un balado que tu as fait donc avec La Courte Échelle. Tu as eu la chance donc de publier Les garçons courent plus vite. Puis tu étais en rencontre avec Virginie Beauregardé pour parler de Perruche aussi. Est-ce que c'est sorti ou ça va sortir cette rencontre-là? C'est paru, puis on peut même le voir. C'est un balado qu'on peut regarder parce que ça a été filmé aussi. Donc, ça vous dit, je pense que c'est sur YouTube. Et ce qui est intéressant, en tout cas, parce que j'avais pas encore lu le livre de Virginie, ce qui m'a Perruche, c'est que c'est un enfant qui vient de perdre sa perruche. Et je l'ai lu à un bon moment dans ma vie. Mon Dieu, je vais encore pleurer, mais c'est que j'ai perdu mon chat il y a peut-être 1 mois ou 3 semaines et je m'en remets toujours pas. C'est incroyable. Moi, c'est la première fois que j'avais un animal. C'est l'animal de mon chum, en fait, qu'on vit ensemble depuis plusieurs années et il a débarqué avec son chat, même si j'étais allergique. Je me suis habituée à son chat et surtout, je l'ai aimé énormément. Et quand on l'a euthanasié, mon Dieu, je suis encore émue. Quand on l'a euthanasié,
j'ai trouvé ça bien dur après parce que j'avais tant l'impression de le voir partout. Tu sais, c'est comme une succession de deuil, d'échapper sa fourchette puis d'avoir peur de le réveiller. Mais non, il est pas là. Ou de sentir qu'il est en dessous d'une couverture puis c'est juste une bosse. Je pense que ce livre-là m'a fait du bien. Puis je réalise à quel point que la littérature, c'est ça que ça fait. Des fois, on reçoit un livre au bon moment. Puis c'est ce qui s'est passé quand j'ai lu le livre de Perruche de Virginie. Ça m'a vraiment, ça m'a touché parce que je comprenais plus que jamais le désarroi de ce petit enfant qui est triste parce que sa perruche est envolée. Puis voilà, donc c'était une métaphore de ce que je vivais. Et moi, je parlais de mon recueil qui s'appelle Les garçons courent plus vite que tu pensais. Puis c'est sur une activité que tu connais sans doute, c'est le test Bip-Bip dans l'école, à l'école secondaire surtout, mais l'école primaire dans certaines aussi, c'est le test léger-bouché. C'est le vrai terme, le léger-bouché, c'est le test de palier. On doit atteindre tel palier pour avoir une note. Et moi, je courais derrière tout le monde quand j'étais jeune. En tout cas, j'avais l'impression de ne pas appartenir au troupeau de devant, de pas appartenir au groupe, en fait. Et donc, j'ai écrit ce recueil qui m'a appris, quand je suis allé dans les écoles, j'ai appris en parlant de ce livre que même celui qui est dans le troupeau de tête, dans le peloton de tête, pardon, dans le peloton de tête, se sent lui-même en retrait. Je réalise que c'est un sentiment qui est universel, ça. L'impression de ne jamais être dans la masse, de toujours être un peu en périphérie. Je pense qu'on est tous, c'est ce qui nous unit, en fait, les humains, c'est le sentiment de pas... L'appartenance, c'est fragile. Mm-hmm. C'est fragile, et surtout quand tu es adolescent. Quand tu es adolescent, c'est comme multiplié pour plein de raisons, là, mais on est spécialement fragile quand tu es adolescent. Donc, c'était une allégorie, en fait, de ne pas être capable de rentrer dans la masse. C'était ça. J'avais tellement de livres à parler, Simon, avec toi, mais bon, regarde, j'ai préparé un quiz, mais j'avais amené plein de trucs. J'avais Portrait robot de ma furie qui a été réédité. C'est une petite nouvelle. Je voulais te parler des cicatrisés de Saint-Sauvignac aussi. Je voulais te parler de Saint-Henri, ton quartier. Je voulais te parler de ça. J'avais Bonheur d'occasion que je voulais te montrer. J'avais aussi Burgundy de Mélanie Michaud. Que j'ai lu, que j'ai tant aimé. La langue. Ben oui. Juste dire pour Mélanie Michaud, là, sa langue, ça déménage. Il y a un délire. C'est festif. J'aime ça, moi, la façon que certains auteurs peuvent réinventer le joual, s'approprier la langue québécoise, puis la faire soigner, parce qu'une langue, c'est vivant. Puis Mélanie Michaud a réussi ça complètement. Ça m'a beaucoup plu. Puis en plus, ça se passe à côté de chez moi. Ben oui. Vraiment à côté du métro Place Saint-Henri. Et d'ailleurs, au métro Place Saint-Henri, on peut voir Bonheur d'occasion, décrit avec des briques un peu orangées et jaunes. C'est beau, sans bon sens. Puis c'est subtil. On le voit pas nécessairement tout de suite. Quand on franchit les tourniquets, la première fois, j'ai fait « Hey, c'est écrit Bonheur d'occasion, c'est donc bien beau. » Et je vis à côté du Dollarama, qui était en fait le 15 cents dans le roman de Bonheur d'occasion. Donc, j'ai beaucoup... Moi, Florentine Lacaze, j'ai l'impression que c'est ma grande amie. J'ai l'impression qu'on partage quelque chose. Et Yvon Deschamps a grandi à un coin de rue d'ici. Donc, c'est chargé d'histoire quand même, Saint-Henri. Bon, ben, on retourne à ton adolescence. J'imagine que tu aimais les génies en herbe puis les quiz déjà quand tu étais adolescent. Eh oui. Yeah! Hey, j'ai 6 questions, puis j'invite même les gens donc à répondre dans le chat. Puis oui, je vous ai vu, l'équipe du Slam, vous êtes là. On va avoir Olivier Goujon après le quiz, mais tout le monde, vous pouvez répondre au quiz. Alors, Simon, est-ce que tu es prêt pour la première question de ce quiz? Salon du livre. J'espère ne pas avoir honte de mais vas-y, je t'en prie. C'était des choix de réponse. À chaque fois, il y a des choix de réponse. Il y a des petits pièges parfois. Donc, si les gens qui nous écoutent, vous pouvez écrire, c'est toujours A, B, C, D, E, F, G à saisir. Alors, si ça commence. Donc, 1950. Un petit événement se déroule à l'hôtel Windsor et est l'étincelle d'origine du Salon du livre de Montréal. La question. Quel était le nom de cet événement? A. La fête du livre. B. La journée du livre. C. Le rendez-vous du livre. Ou D. Un titre d'événement en anglais que Simon pourrait pas prononcer. Écoute, moi on dirait, peut-être que les gens peuvent m'aider parce que j'en ai aucune idée, mais je peux redire la fête du livre A. La journée du livre. Le rendez-vous du livre. Je dirais le rendez-vous du livre parce que j'aime ça, puis je trouve ça plus mystérieux que la journée ou que la fête.
Hmm. C'est pas Et ça. non, malheureusement, c'est B, la journée du livre. Ah, j'aurais préféré le rendez-vous du livre. C'était la journée du livre qui a donc initié donc la prémisse du Salon du livre. Il y a plein de monde qui avait dit C, le rendez-vous du livre, comme toi. Mais non. D'autres qui avaient dit D. Marie-Pierre Lefebvre, elle a dit B. Claire Nadeau a dit B. Bravo, bravo, vous pouvez voir ça. Bravo. C'est pas ça pantoute. OK, question 2. Ça, il y a beaucoup de choix de réponse. OK. Et c'est, tu vas voir. C'est le slogan. Quel slogan parmi les suivants n'a jamais été utilisé pour le Salon du livre de Montréal? Donc, A, il était une fois. Ah, c'est sûr que oui. B, délire de lire. J'espère que c'est ça. C, plus on est de fou, plus on lit. Ben. D, cette année, on sent... Cette année, on s'enlivre. Voyons donc, on s'en lire. OK. E, j'ai un livre entre les dents. Ben voyons donc. Ou F, oh non, là, ça n'a pas de bon sens, ça. Le salon du livre prend du volume. Et pour moi, là, tout ça, tu n'as pas pu inventer ça. Moi, je pense que c'est plus on est fou, plus on lit, parce que c'est une émission de radio. Je pense que tous les autres doivent être vrais. C'est gros, ça n'a aucun bon sens. C'est gênant par moment. Malheureusement, plus on est de fous, plus on lit. C'est en 1984. C'était le slogan du Salon du livre de Montréal. Inventé. Ah, mon Dieu. C'est un vampire, Marie-Louise. Ouais. C'était le Salon du livre. C'est incroyable. Elle a volé ça. Donc, je laisse les gens je laisse les gens dire. Donc, il y en a qui disent F. J'ai un livre entre les dents. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? C, A, F. Le Salon du livre prend du volume. Hey, ça n'a pas de bon sens, mais je vous assure que le Salon du livre prend du volume a existé en 1994. Et ça, moi, j'haïs pas ça. Je vais t'avouer que prendre du volume, ça me va. Mais il y a un livre entre les dents. Non, ça, c'était ma création. Ouais. C'est donc la réponse, le titre, le slogan qui n'a jamais été utilisé, c'est « J'ai un livre entre les dents ». Ça, c'était ma création. Fait que j'ai 0.5 parce que je l'ai Ouais. Ouais, mais c'est ça. Il était une fois, délire de lire, plus on est de fou, plus on lit. Cette année, on s'en livre. Puis le Salon du livre prend du volume. Ils ont tous été reliés à un Salon du livre. Marie-Louise Arsenault aurait pu appeler son émission Cette année, on s'en livre. Elle aurait pu appeler ça comme ça. C'est parfait. Je vais lui dire. Oh, wow. OK. OK, on a une question actuelle, la prochaine, c'est 2020. Qui a remporté cette semaine le prix Harry Black de l'album Jeunesse 2020? Cette question-là va être quand même difficile parce que c'est tous des bons livres. Donc, A, qui a remporté? Des couleurs de la grave de Marie-André Arsenault et Dominique Leroux. B, la corde à linge de Orbi. C, les étoiles de Jacques Goldstein. Ou D, le poisson et l'eau de Kim Thuy et Roger. Ah, merde, c'est vrai, parce que le premier a gagné un prix. Ils étaient tous finalistes. Rappelle-moi le prix. C'est quoi le prix? C'est le prix Harry Black de l'album Jeunesse 2020. Ben, je pense que c'est les couleurs de la grave. Donc, pour toi, ce serait le A, Marie-Noël dit C, Passion Prof dit D. Je sais que Goldstein a gagné un prix aussi la semaine passée. Donc, mais les couleurs de la grave aussi a gagné un prix la semaine passée. Je sais OK. Alors, ta réponse finale, c'est la couleur de la grave. Ah. Et effectivement, oui, c'est donc des couleurs de la grave de Marie-André Arsenault et Dominique Leroux qui a remporté le prix Harry Black de l'album Jeunesse 2020. Mais ils étaient tous finalistes. C'est Jacques Goldstein. Il a remporté le prix TD Littérature Jeunesse avec la bourse de 50 000 $. C'est ça qui est arrivé. Voilà. Tu vois, j'ai presque 2 points parce que je t'ai dit qu'elle avait gagné un prix aussi. Clairement. T'as 2 points. À date, t'as presque tous les points, sauf la première question. Maintenant, il reste trois questions, puis je te laisse aller, puis il y a l'équipe du salon qui veut nous parler aussi. C'est des vrais ou faux. OK. OK? Donc, en commentaire, vous pouvez aussi dire votre vrai ou faux. Alors, question 1, vrai ou faux. Le nouveau livre de cuisine de Ricardo s'intitule Buffet des continents. Non, c'est la plaque. C'est la plaque. Ah, ouais, t'as bien suivi. T'as bien suivi Ricardo. Ouais. Ouais, effectivement, c'est à la plaque. À la plaque.
Parce qu'en fait, il est dans le palmarès, il est juste après moi. Je pense que c'est dans les libraires, j'ai vu qu'il était après moi. Je fais, ah, j'ai battu Ricardo une fois dans ma vie. J'étais content. Hmm. Question 2. Jim Davis. Est-ce que tu connais Jim Davis? Non. Non, ok. Jim Davis a publié un nouveau Garfield le 2 novembre dernier s'intitulant Ange ou démon. Vrai ou faux? Et boy, ça me dit tellement rien, là. Ah, je vais dire, aidez-moi. Moi, j'aurais dit faux, là, mais juste voir ce que les gens vont dire. Alors, les gens, est-ce que vous pensez que Jim Davis a publié un nouveau Garfield le 2 novembre dernier s'intitulant Ange ou démon? Vrai ou faux? Il y a personne qui... Personne ne peut répondre à ça. Ah, les gens savent pas. Ben, je vais dire faux, tiens, je sais faux. Mais c'est sans doute vrai parce que... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ben oui, le monde il disait vrai, faux, faux. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Jim Davis, son nouveau Garfield qui a l'air si bon. Ah, vraiment. Un autre palmarès, il va se retrouver. Tu vas te retrouver entre Ricardo et Garfield. Garfield entre les deux. Ah, puis là, ça va être comme le souvenir de ton petit chat. Oui. Oh. Oui. Al Capone. Al Capone. Hey, dernière question à ce quiz. Hey, J'espère que tu étais prêt. Je veux pas que ça arrête, j'aime trop ça, les quiz. Celle-là, là, est difficile, OK. Le nouveau livre Victoire de Michel Tremblay nous raconte la dernière conquête de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Vrai ou faux? C'est absolument faux. Effectivement, c'est faux. Ça parle, donc, c'est des personnages qui avaient déjà eu dans un autre roman. Et Josapha, le violoniste, c'est une histoire d'inceste entre les deux. Donc, et moi, je ne sais pas si tu savais, mais je suis un lecteur. Je lis les manuscrits de Michel avant la publication. Donc, je reçois toujours chaque année, depuis à peu près 7 ans, je reçois son manuscrit par courriel autour du mois de février-mars. Et il attend mes commentaires. Donc, il veut toujours mon avis. Donc, je lis toujours le roman à peu près, mon Dieu, 8 mois avant la publication. Donc, ça fait longtemps que je l'ai lu. Ça vient de paraître, mais j'ai lu il y a longtemps. Wow! Et attention, au dévoilement du gagnant ou de la gagnante. Simon Boulris! Bravo, Simon! Ben, j'aime tellement. Je ferais juste ça dans la vie, je pense, faire des quiz. Moi, j'étais vraiment content de me parler des slogans des salons du livre depuis 1980. Ça, c'était beau. Et j'ai les oreilles toutes chaudes. Oh, hey, merci tellement, Simon Boulris, d'avoir été avec nous ce soir dans ce tête-à-tête. Vraiment, merci de ta générosité, merci de ta présence, de ton ouverture. On t'aime beaucoup au salon. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci d'être là. C'est vraiment. Puis tu nous fais voyager à travers tes romans, à travers tes albums aussi. Il y a plein de monde qui dit merci. Les gens qui disent que j'ai pas parlé de mes coups de cœur parce que c'était pas. Mais est-ce que je peux juste mentionner, mettons, en rafale des livres? Mettons que là, ça, c'est un de mes livres préférés de la dernière année. Ben, il y a 1 an et demi, Alexis Morin, Ouvrir son cœur. Oui, c'est tellement beau parce qu'en plus, ça se passe comme en Estrie, puis dans son passé adolescent, puis aujourd'hui. Ah, c'est beau ça. Vraiment. J'ai relu ça parce que j'ai lu son dernier paru cette année, L'usage de mes jours, et j'ai relu Maryse. Mon Dieu, que j'aime ça. Tu prends ton temps, hein, Simon. Il n'y a personne qui nous pose. OK. René Charcir, ça, c'est des entretiens qu'il a donnés avec André Ducharme. On parlait d'humilité tout à l'heure. Toute l'humilité de ce metteur en scène-là se retrouve dans chacune des pages. Moi qui aime tant le théâtre, puis présentement, ça me manque les arts vivants. Donc, je pense que c'est une belle façon de colmater notre manque actuel de ne pas aller au théâtre. Oui, Debbie nous en a parlé en plus de ce livre-là. Elle aussi était en train de le lire, justement. J'ai mis de côté tous les livres de la grande... Ben, ça, c'est une de mes auteurs préférés. Alors, elle s'appelle Catherine Leroux. Alors, tous ses livres, Catherine Leroux, c'est publié chez Alto. Alors, Le mur mitoyen, Madame Victoria, qui est un recueil de nouvelles, et La marche en forêt sont en ordre. Là, je pense que c'est ces 3-là publiés en ordre. Puis, il y en a un petit dernier qui s'appelle, oh mon Dieu, L'avenir, qui est magnifique aussi. Et je suis en train de lire, je vais vous dire ce que je suis en train de lire. Pour une chronique à la télé, je suis en train de lire Je veux une maison faite de sorties de secours. C'est sur Nelly Arcan. Et j'adore ça. Premièrement, j'aime beaucoup, beaucoup Nelly Arcan. Je ne l'ai pas aimé instantanément. Je l'ai aimé à son 2e roman, Folle, qui est pour moi son meilleur. Et après ça, j'ai aimé Putain, mais au départ, je n'avais pas embarqué du tout. Et mon Dieu, que je suis en train de retomber amoureux de Nelly Arcan en lisant tous ses points de vue sur cette grande écrivaine d'autofiction, justement.
Quel beau titre, J'ai vu une maison faite de sorties de secours. Semble-t-il qu'elle a déjà dit ça dans un spectacle. Je pense un spectacle de danse avec Manon Ligny. Ce que j'avais compris, c'est Claudia La Rochelle qui explique son projet. C'est un titre magnifique pour une grande écrivaine importante au Québec. Merci pour tes coups de cœur. Puis si jamais, est-ce que tu es capable de nous les écrire pour qu'on puisse les partager en story, au moins pour que les gens aient les titres? Ah oui, je vais les écrire. Tu veux dire que je les écrive en dessous ici? Ou juste nous les envoyer, puis nous, on va les publier avec les titres. Comme ça, on va pouvoir tous suivre tes coups de cœur, tes recommandations actuelles, justement, que tes lectures. Génial. Merci beaucoup, Simon, vraiment. Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'il y a plein de monde qui était super content aussi de t'avoir vu ce soir. Des gens qui ont dit que c'était vraiment des très beaux moments, puis que c'était vraiment des beaux slogans aussi. Il y a plein d'amour. Moi, écoute, j'ai hâte à l'an prochain pour J'ai un livre entre les dents. Ah! J'ai hâte d'y aller. Quand il n'y aura plus de COVID, là, J'ai un livre entre les dents. Ça va être fabuleux. Ben, cette année, c'était vraiment comme ça. Puis l'année prochaine, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Ah, dans ce sens-là. Ah, toi, c'est entre les dents comme ça. Moi, je pensais que tu disais entre les dents, genre comme avoir du persil. Là, je pensais à un livre pogné entre deux dents, entre deux palettes. Bon, tu peux l'imaginer comme tu veux. Moi, je le voyais plus genre mordre un livre. Là, comme ça. D'ailleurs, Michel Tremblay, il fait toujours ça. Quand il reçoit son livre, il mord. Il m'avait dit pourquoi j'ai oublié. Mais moi, quand tu dis entre les dents, j'ai vraiment pensé que c'était comme du persil entre les palettes de, mettons, Madonna, tu sais, ce genre de les dents de lapin. Je viens de comprendre le plan. Bon, écoute, j'aime ça, il y a une confusion. Ça va être parfait pour avoir un bon slogan l'an prochain. C'est ça qu'il faut. Hey, merci beaucoup, Simon. Vraiment, merci. Puis ceux qui sont à l'écoute, restez. On va aller chercher. Alors, attends un petit peu, là. Je sais pas comment faire fin comme ça. On dirait qu'il veut plus. Voilà. Je vais m'en aller. Ah, ben, OK. Bon, ben, bye, Simon. Merci. Allez. On va aller voir maintenant l'équipe du Salon du Livre de Montréal qui est directement au Palais des Congrès. On va aller rejoindre le directeur général Olivier Goujon et toute l'équipe aussi qui sont là, qui écoutent le live Instagram, qui sûrement ont trouvé mon idée très, très bonne de mordre dans le livre comme ça, ou bien l'avoir comme ça, on ne sait pas, on va créer un concept. Donc, Monsieur Goujon, est-ce que vous êtes là? En attente de Monsieur Goujon. Sinon, réécoutez la discussion. Vous allez pouvoir la voir sur Facebook. Hey! Salut tout le monde! Vous êtes bien distanciés? Oui. Est-ce que tu nous vois? Oui, mais Olivier, on ne te voit pas, par exemple. Ah, là, on te voit. Comme ça, on te voit. Oh oui, on a même la bouteille en plus. Yes, sir. Olivier, c'est toi qui fais le décompte pour comme, ouvrir le nouveau Salon du Livre de Montréal 2020.02. Yes, OK. Fait qu'on ouvre ça dans 3, 2, 1, parti! Santé les amis, merci d'être là, merci pour toute votre énergie, votre dévotion pendant les 4 dernières journées pour nous livrer plein de beaux contenus qu'on peut revoir sur YouTube, sur le site du Salon du Livre de Montréal. L'esprit est à la fête de votre côté au Palais des Congrès? C'est une fête sécuritaire. Bien masqué. On s'en va tous lire dans le confort de notre foyer, sagement et festivement. Voilà. Le livre entre les dents. Voilà. Le livre entre les dents. Comme ça. Hey, ben, merci. Olivier, merci pour ton super travail. Merci pour ces belles soirées après salon. Merci à tous tes invités. Simon Boulris, c'était exceptionnel de t'entendre. Si tu es encore là, Rosémée Automne-Témorin, merci. Debbie Lynch-White, merci. Et puis, Elisabeth Massicotti, que j'ai découvert avec grande Massicoli. Massicoli, voilà. Et l'équipe du Salon du Livre, on les applaudit! Bravo! Michael, petit frère! Yeah! Amélie Boisvert-Field, France le Duc, Marianne, Mylène, Marjorie, Karine, Catherine! Salut!
Salut, salut! Merci à tout le monde. Merci à nos auditeurs, téléspectateurs, parce que c'était même sur votre télé, tout ça. Le salon continue encore toute l'année. Il va y avoir encore des activités. Les vidéos sont là. La bouteille est là. Les livres entre les dents. N'hésitez pas aussi à prendre des photos avec le livre comme ça, bien masqué. Bravo, Mickaël. Bravo, Ariane, France, Olivier, toute la gang. Bravo. Bravo. Olivier. Merci, Olivier. Bravo. Ah, t'es là. À bientôt. Merci à toi. Bye bye. À bientôt. Bye à tout le monde. Merci. Bye. Bye. Merci. J'étais le liseur. C'était le tête-à-tête avec Simon Boulris dans le cadre du Salon du Livre de Montréal 2020. On vous dit, à l'année prochaine, mais vous pouvez toutes nous revoir ça sur le site internet salondulivre.com, salondulivre de Montréal.com. Bye bye!